Voilà, bonjour à tous ou bonsoir, suivant l'heure et l'endroit du monde où vous nous regardez aujourd'hui. Je vous retrouve en compagnie de Lucia de Souza en ce vendredi 13 décembre et je vais commencer par lui souhaiter sa fête puisqu'aujourd'hui le 13 c'est la Sainte-Lucie. Bonjour Lucie. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Alors, on vous retrouve avec Lucia, que vous avez pu découvrir dans une première vidéo où elle vous avait parlé de son parcours de maman et aussi professionnel et de tout ce que ça lui avait permis d'amasser en fait comme connaissance et surtout comme expérience dans le domaine de l'éducation. Et après cette présentation, cette première mise en lumière, on s'était dit qu'on vous referait de petites vidéos plus courtes sur des thèmes précis. Alors pour cette deuxième vidéo, on a eu envie de vous parler du rythme d'apprentissage et plutôt des rythmes d'apprentissage, parce que ce qu'on voudrait vraiment mettre en avant, c'est que chaque enfant a son rythme propre en termes d'apprentissage dans tous les domaines, que c'est important de respecter ce rythme propre autant que possible. Et comme me le disait Lucia en caméra off, c'est quelque chose qui commence très tôt puisque ça commence déjà dans la toute petite enfance. Donc je lui passe la parole pour qu'elle vous dise ce qu'elle a envie de vous partager à ce sujet. Oui, c'est exact. Donc, ma phrase à moi, c'est vraiment que chaque enfant doit vivre à son rythme, quoi, à ses besoins. Il n'y a pas deux enfants pareils au monde. Donc, voilà, les enfants, ils devraient tous grandir à leur rythme. Et puis ça commence les bébés, quoi. Quand les bébés, il y en a qui dorment beaucoup plus, il y en a qui mangent plus, et puis qui sont plus éveillés. Et puis donc on se dit ah mais il dort trop, il n'a pas mangé. Moi je connaissais quelqu'un qui réveillait son bébé aux heures, toutes les 3 heures. Tu sais, à la maternité, on reçoit un papier en sortant de la maternité qu'il faut toujours inscrire à quelle heure il a mangé, quelle heure il a fait des selles et des pipis. Donc, elle écrivait toujours tout précisément. Et je trouve ça vraiment tellement stupide parce que je me dis, mais l'enfant n'a pas le temps de s'adapter et de prendre son rythme, quoi. Donc, voilà, je suis vraiment dans le truc que les bébés, on doit les laisser à leur rythme et puis ils vont grandir à leur rythme et apprendre à leur rythme avec enthousiasme et puis toujours plus. Surtout que c'est un des rares âges quand même où on les laisse relativement tranquilles, à part comme tu dis si on applique à la lettre les conseils de la maternité. Autant dès qu'ils arrivent en fait en âge d'être scolarisés, ben, ils sont obligés de suivre le rythme de l'ensemble de la classe. Autant quand même, on va dire la phase avant, en particulier quand ils sont avec la maman et qu'ils sont pas en crèche, ils ont la possibilité de dormir autant qu'ils veulent, de manger quand ils veulent, de prendre l'air quand ils éprouvent le besoin de prendre l'air. Il y a pas d'horaire imposé. Et tu me disais que tu le vis justement, en particulier en ce moment avec ton dernier fils, qui a la chance de t'avoir comme maman à la maison et que ça se passe comme ça pour lui, que c'est vraiment l'âge des découvertes. Il va avoir 2 Ouais. ans maintenant. Alors comment tu peux nous parler de comment se sont passées ces 2 premières années, de sa vie, de sa petite enfance? Mais vu que c'est mon troisième, comme tu le dis, j'avais déjà l'expérience du premier et du deuxième. Et donc, j'ai voulu faire différemment. Parce que même si j'avais aussi été à la maison avec le premier, voilà, j'appliquais quand même certaines règles, comme dans beaucoup de familles, quoi, des horaires et des règles. Et donc, j'ai compris avec les années que je me sens plus à l'aise avec cette façon de faire. Et donc, avec mon dernier, voilà, j'applique vraiment le bien-être de l'enfant, tout d'abord, et puis des parents aussi. Donc, dès la naissance, je l'ai laissé à son rythme. Toujours ce mot, c'est voilà, quand il se réveillait, le laisser se réveiller quand c'était son moment à lui, le manger pareil. Donc, je l'allaitais. Donc, il y avait des fois où il mangeait plus, d'autres où il mangeait moins. Il y avait des fois où ça durait très longtemps et d'autres où ça durait moins longtemps. Et puis, c'est vrai que j'ai mon mari qui m'a beaucoup soutenue là-dedans. Donc, j'avais cette expérience que j'ai pu expérimenter.
Je Et précise d'ailleurs, puisqu'on parle de l'allaitement, que tu l'allaites toujours. Hein, il a presque oui, 2 ans. Là aussi, tu aurais ouais, pu décider, maintenant il est assez grand, stop l'allaitement. Et non, ouais, puisque lui éprouvait le besoin d'aller encore au sein. Alors évidemment, il prend aussi de la nourriture solide, il n'est pas mhm, exclusivement allaité. Mais tu lui as laissé aussi cette possibilité de se sevrer lui-même et tu lui as pas, voilà. toi, imposé à quel moment ça devait arriver. Ouais. Oui, moi, je veux pas le lui imposer, mais bon, les regards de l'extérieur et les critiques de l'extérieur, elles sont bien présentes, hein, et elles pèsent. Donc, il faut déjà être sûr de soi, chose qu'avant, je n'étais pas non plus. Mais aujourd'hui, voilà, je suis sûre de moi. Et pour moi, c'est tout naturel. C'est le cycle naturel. J'ai du lait pour mon enfant, donc je veux le lui donner. Après, il y a des mamans qui ne veulent pas ou qui n'y arrivent pas, ça c'est autre chose. Mais voilà, si une maman ne veut pas, c'est son besoin à elle aussi. Donc elle est bien là-dedans. Et donc c'est bien aussi. Il ne faut pas aller à l'encontre de ses envies. Et je pense que la maman et l'enfant, de toute façon, ils sont toujours en harmonie. Donc, ce que la maman veut, l'enfant le ressent aussi, et puis ça fait un équilibre, quoi. Ça fait qu'il n'y a pas souvent une frustration derrière. Si c'est bien, si c'est bien établi. Non, je suis d'accord avec toi. Je pensais que j'étais plus en ligne. Si, tu es toujours en ligne, je t'écoutais et je me rappelais justement comment ça s'est passé pour moi. Alors pour moi, c'est un petit peu plus ancien puisque mon fils va maintenant avoir 12 ans. Mais c'est vrai que je l'ai allaité comme toi pratiquement jusqu'à 2 ans et en me mettant pas de limite ni à lui ni à moi. Moi, j'étais comme toi, j'avais encore du lait. Je sentais que j'étais fatiguée, donc effectivement, j'avais commencé à lui donner en parallèle de la nourriture solide parce que je remarquais que c'était trop fatigant sinon pour moi parce qu'il puisait non-stop dans mes réserves. Donc voilà, à 2 ans, il pouvait quand même absorber autre chose que du lait. Et on avait commencé d'ailleurs bien avant, je crois que c'est à partir de 9 mois ou 1 an qu'on a commencé à lui proposer, alors d'abord de la nourriture solide, mais il n'en voulait pas encore. Finalement, après, on alternait les tétés et des biberons avec du lait bio en poudre. Parce que moi, j'arrivais plus en fait à produire assez de lait pour couvrir ses besoins. Et puis petit à petit, on a introduit la nourriture solide en purée et puis après en morceaux. Mais il a continué à demander le sein, mais de moins en moins. Donc je crois que de plusieurs tétées par jour. Il avait juste gardé la tétée au réveil et la tétée pour s'endormir le Voilà, soir. pareil pour moi aujourd'hui. Voilà. Après, il y en a une des deux qui a sauté. Alors, je ne sais plus laquelle est partie en premier, si c'était celle du réveil ou celle du soir. Je crois que c'était le soir. Et puis petit à petit, en fait, il n'a plus demandé. Donc ça s'est vraiment fait de manière naturelle. Oui, je Et pense pour moi, que ça arrivait bien aussi parce qu'effectivement, je sentais que mon corps physique était fatigué de produire tout le temps pour deux et que c'était aussi le bon moment pour moi que ça s'arrête. voilà, et ça s'est fait Ouais. naturellement, je pense. Et donc, voilà, je pense en arriver aussi un jour à là, parce que autour de soi, ou même dans le monde entier, il n'y a pas trop d'enfants qui, à 15 ans ou à 10 ans, sont encore allaités. Donc, à un moment donné, arrive le jour où ils sont sevrés. Et puis, tu sais, avec mon premier, je n'ai pas réussi à l'allaiter. Donc, voilà, je l'ai allaité très peu. J'y arrivais pas, j'étais jeune, c'était mon premier, j'étais une jeune maman, donc c'est difficile. Et ce qu'il faut dire, ce qui est, c'est difficile au début, hein. Et puis pour le deuxième, je voulais absolument, et j'ai réussi, mais un mois et quelques. Donc après, il y a eu des circonstances qui ont fait que j'ai pu réussir, donc je suis restée très frustrée. Et puis bon, c'est pour ça qu'avec le troisième, je m'étais préparée vraiment psychologiquement et tout et tout. Donc voilà, c'est pas toujours comme on pense qu'on veut et puis on y arrive. Moi non plus, je n'y ai pas réussi au début. Mais voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est la chose la plus naturelle. Et donc, j'en suis convaincue. Et puis, voilà, peu importe ce que les gens y pensent et qui me disent, je fais ce qui me plaît. Euh, Tant que mon mari est d'accord et qu'on est d'accord pour notre enfant. Donc, voilà, le reste, je m'en fous un peu. Non, Vu ça que rejoint je ce qu'on sais que... disait dans la première vidéo où tu disais
Ce qui est important, en fait, c'est de s'écouter soi et de faire du Ouais. mieux qu'on peut là où on en est. Comme tu dis, il y a des fois, on l'avait évoqué hein, déjà dans la première vidéo, il y a des fois où on a un idéal, et puis, alors que ce soit un idéal d'accouchement, un idéal d'éducation, un idéal d'allaitement, un idéal parental, on va dire au sens large, et puis on est confronté à la réalité des choses, qui fait que quelquefois on est obligé de rogner un peu sur son Ouais. idéal, et il ne faut pas se sentir coupable d'avoir fait ça. Moi, je pense que ça montre aussi qu'on a été capable de s'adapter à la vie. On aurait pu choisir de se cramponner à notre idéal et d'imposer à nous-mêmes et à notre enfant des choses qui nous auraient rendus malheureux tous, que ce soit les parents ou l'enfant, et au contraire d'avoir eu la sagesse et le lâcher-prise nécessaire pour renoncer à cette notion de l'enfant idéal ou du parent idéal. C'est ce qui nous a permis de nous mettre vraiment à l'écoute de l'enfant, de ses besoins et de nos besoins. Et Mhm. finalement, je crois que la meilleure éducation, c'est celle-là, c'est celle où on s'écoute et où on écoute aussi les besoins de l'enfant. Mhm. Et pas des théories X ou Y qui disent que c'est mieux comme ça. Ouais. Et puis, tu sais, de nos jours, on peut se renseigner beaucoup. Donc, pas écouter ce que tu viens de dire, les gens ou ce qu'on dit, mais se renseigner par soi-même. Et donc, tu sais, j'étais plus jeune, donc je n'avais pas l'expérience, je n'avais pas non plus, j'avais pas appris, on m'avait pas appris, j'avais pas trop de famille autour de moi, donc je n'y connaissais pas trop. Et donc, je me suis pas non plus informée, parce que je pensais que tout allait venir naturellement, que tout était tout beau, tout rose, et puis en fait, non. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je me suis quand même beaucoup informée, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu là-dessus. Et donc, je savais déjà plus ou moins où je mettais les pieds, tu vois, que ce soit dans plusieurs choses, dans l'éducation et dans l'allaitement aussi. Donc, c'est vrai que, par exemple, avec mon deuxième, où j'étais à un moment d'une fatigue extrême, comme tu dis, et que j'ai pas voulu arrêter, mais j'y arrivais pas. Et puis la pédiatre, alors qui m'a dit, ah non, 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 mais alors il faut lui donner du lait en poudre. Donc, tu sais, j'étais jeune, j'arrive, elle me dit non, il faut arrêter, il faut lui donner du lait en poudre, il faut pas alterner l'allaitement et le lait en poudre. Donc, je suis restée un peu choquée, et puis bon, j'ai arrêté, hein. Et puis, ça m'a donné je suis restée frustrée. Et puis, aujourd'hui, je ne l'aurais plus fait. Parce que, ou je l'aurais fait quand même, si j'aurais été vraiment fatiguée, j'aurais quand même alterné avec le lait en poudre et l'allaitement. Et puis, jusqu'au jour où je serais mieux, et puis j'aurais continué l'allaitement. Mais tu vois, je n'aurais pas arrêté radicalement. Et donc, quand on s'informe et quand on essaie d'avoir des renseignements et tout ça, donc on sait où mettre les pieds et puis on n'abandonne pas aussi vite. Ou on n'écoute pas trop les infos qu'on nous donne. Alors, ça, c'est donc pour ce qui se passe dans la petite enfance, mais évidemment, cette question du rythme de l'enfant, elle va continuer à se poser tout au long de sa vie, j'ai envie de dire, hein, même, Bah oui, ouais. même dans l'adolescence et à l'âge adulte. Là où ça se complique, en général, c'est justement, comme on l'évoquait, au moment où l'enfant arrive en âge d'être scolarisé et où, de la maison où il avait en fait un rythme assez individuel, il va falloir qu'il s'adapte à un rythme collectif voilà, qui est celui de la crèche, qui est celui de la maternelle, qui est celui après du primaire, et où on lui demande en fait d'acquérir certaines compétences à la même vitesse que tous les autres, sachant que chaque enfant est différent. Donc pour toi justement, qu'il y a des enfants avec des profils atypiques, comme tu l'avais bien expliqué dans la première vidéo, qui sont, je le rappelle, au moins pour les deux premiers, encore scolarisés dans le système traditionnel. Comment tu as réussi à jongler justement entre cette envie de respecter qui ils étaient et puis les impératifs du système dans lequel ils étaient scolarisés, qu'il fallait que, bon gré mal gré, il fallait qu'ils suivent la locomotive, quoi. Écoute, je suis plein dedans, hein. Donc, pour mon dernier qui a 2 ans, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais j'appréhende parce que j'ai pas envie de justement qu'on le mette dans un moule. Et Oui, tu me disais que là, en voilà. termes d'apprentissage, le dernier, il est très libre hein, à la maison. Vous le Ouais, laissez faire ses explorations des matières, des choses, ouais. Mais tout. ouais, mais libre, parce que c'est vrai que là, pendant la première vidéo, j'ai aussi dit qu'on éduquait assez librement, mais librement ne veut pas dire qu'il n'a pas de cadre, qu'il Non, n'a bien pas de sûr. limite. Mm. Donc, je veux vraiment préciser là-dessus que, voilà, il a un certain cadre, un certain cadre et des limites.
et que voilà, une éducation libre ne veut pas dire qu'il fait tout et n'importe quoi et qu'on le laisse tout faire. Non, 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 absolument pas. On le laisse découvrir par lui-même, on est là pour l'accompagner, voilà, il apprend à son rythme et avec des règles, avec des limites, voilà. Donc, Alors, c'est vraiment pour une être belle concret, expérience. hein, on va donner aux gens des exemples concrets pour ceux qui nous écoutent. Moi, quand je vais chez Lucia, on est dans le salon. Dans le salon, il y a beaucoup d'instruments de musique, puisque le papa est musicien, et l'enfant sait très bien en fait ce qu'il a le droit de toucher et ce qu'il n'a pas le droit de toucher. Il a aussi ses propres instruments de musique en termes de jouets. Il y a les instruments qu'il a le droit de toucher parce que le papa a dit oui, et puis il y a ceux où alors évidemment c'est un enfant, donc il teste, hein, de temps en temps il y va, il les mains dessus, et la maman ou le papa lui dit non, ça, rappelle-toi, on t'a Ouais. demandé de ne pas toucher. Ouais, et voilà, ça se fait vraiment naturellement. Parce que c'est vrai que on a des enfants, même mes premiers enfants, il fallait toujours dire non, ne touche pas à ça, et arrête, arrête, ne touche pas. Donc on ne cessait de dire arrête, arrête, arrête. Et puis en fait, je crois que voilà, on met tellement comment dire, De barrière. voilà, tellement de barrières, on veut tellement que tout soit parfait, qu'il fasse les choses bien et tout, que ce n'est plus naturel, quoi. Et là, c'est vrai qu'avec le petit, voilà, il est assez libre, donc il sait ce qu'il peut toucher, ce qu'il ne peut pas toucher. Ça ne l'intéresse même pas de toucher à des choses qui ne sont pas intéressantes à la base. Donc, et puis, il n'y a pas grand-chose de toute façon qu'il ne peut pas toucher. Voilà. Parce que même quand c'est à la cuisine, la vaisselle, donc il aide à ranger la vaisselle, il aide à prendre des ustensiles, les assiettes. Donc il est toujours prêt à aider. Donc c'est magnifique. Et donc les enfants, ils font vraiment partie de la vie, même si c'est des petits. On est des adultes et on pense que voilà, ils savent pas ou ils doivent apprendre, alors qu'ils apprennent naturellement à nos côtés. Oui, ça c'est assez culturel, hein. Pour Si on regarde ce qui se l'école. passe dans les pays scandinaves, ils sont beaucoup moins précautionneux que nous. Ils donnent à leurs enfants des outils, des couteaux, les enfants bricolent beaucoup plus tôt que chez nous. Quand ils sortent en pleine nature, les enfants ont le droit de faire des choses dangereuses que nous on jugerait dangereuses. Ils grimpent très haut aux arbres, ils peuvent manier des scies. Donc c'est une Ouais. éducation complètement différente. Pour en revenir à cette histoire de liberté, de permissivité, je voulais dire quelque chose, j'ai perdu le fil maintenant. Je ne sais plus, j'ai perdu. J'avais quelque chose qui venait, mais je l'ai perdu. Ça me reviendra peut-être après. Parler des autres pays à qui les enfants ils étaient assez libres. Oui, voilà. En fait, je me disais que souvent, ce qui se passe, et en particulier quand c'est le premier, c'est que je crois qu'on projette sur l'enfant nos propres peurs de parents. Et c'est pour ça, en fait, qu'on lui interdit plein de trucs. On a peur qu'il se blesse, on a peur qu'il casse, on a peur qu'il abîme, on a peur qu'il tombe. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est tout le temps dans le oh, ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne fais pas Et ça, et qu'on puis lui pose des limites. il y a notre éducation aussi, les traditions. Donc je pense que tout ça fait beaucoup. Parce que des fois, on a envie de faire comme nous, comme on veut. Et puis on se dit, mais non, attends, il faut faire quand même comme ça et comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire sinon et je pense que ça joue aussi. Et puis ça marche Notre pas. propre éducation. Ça marche pas. On a toutes les deux vécu un exemple assez parlant. C'est, vous savez, les fameux coins en plastique qu'on achète pour mettre sur les meubles qui ont des angles, hein, les coins du lit, les coins des placards, les meubles bas où l'enfant peut se cogner. Donc voilà, en bon parent, on achète tous ces fameux coins qui se mettent sur les coins des meubles piquants, pointus. Et alors, je sais pas votre enfant à vous, mais que ce soit mon enfant ou celui du Ciel, le jeu le plus amusant qu'il a trouvé, c'est d'arracher les coins parce que c'est trop drôle. On peut les enlever. Donc voilà, on les a achetés pour le mettre en sécurité. Et lui, ce qui fait son plaisir, c'est d'enlever le coin parce que c'est marrant, c'est comme un Lego, hein, ça se monte, ça se démonte. Donc on remet le coin, que aussitôt il va aller rechercher et re-enlever. Et puis un jour, il va tomber, il va se prendre pour de bon le coin sans la protection, il va se faire mal. Et puis par la suite, il se rappellera que ce truc-là, c'est dangereux et qu'il faut faire attention quand on s'en approche. On dirait qu'ils sont attirés par. On met les barrières exprès et puis ils sont attirés par. Tu sais, il y a aussi ceux pour fermer les tiroirs. Donc, oui, puis il y a les cache-prises, et puis il y a plein de choses. Mais les fermetures des tiroirs, ça c'est vraiment. Ils sont attirés par ça, alors qu'il y a plein d'autres choses. Mais il faut vraiment aller sur ce truc. Nous, on n'en a pas mis. Alors, c'est vrai que pour les autres, j'en mettais partout. Et là, j'en ai pas mis.
Et j'en ai, hein, mais je me dis: «Oh, je vais les mettre», mais bon, après, je les ai toujours pas mis. Et puis ça va, hein, c'est Et comme là aussi, c'est culturel parce que quand on voit comment sont élevés les enfants dans, je sais pas, en Asie ou en Afrique, alors ils se traînent dans la terre toute la journée, ils mettent les doigts à la bouche, les coins pour mettre sur les meubles, évidemment, il y en a pas. D'ailleurs, il y a beaucoup moins de meubles, ça simplifie aussi les choses. ouais, Mais en fait, ils n'ont pas toutes ces peurs et toutes ouais. ces projections de qu'est-ce qui va arriver si. Tu vois, j'ai Mmh. l'impression qu'ils ont aussi cette culture de laisser les enfants beaucoup plus libres dans leurs explorations, que ce soit dans la nature, dans la maison, même corporelle. Tu vois, c'est aussi des Ouais. pays où Ouais, la l'enfant a le droit de se motricité. toucher, a le droit de toucher le corps des autres. Chez nous, ouh là là, il y a un Ouais. âge, tout de suite, ça devient suspect. Et d'avoir cette liberté, en fait, ça fait qu'ils sont pas élevés dans la peur, je trouve. Ouais. Oui, c'est comme tu dis, c'est vraiment toute une histoire de notre société, quoi, du regard qui est posé sur les parents, sur l'enfant. Et c'est très lourd. Donc, comme tu dis, dans d'autres cultures, ce n'est pas comme ça, mais c'est vrai que chez nous, autour de nous, c'est comme ça. Et puis, donc, comme j'ai dit, notre éducation aussi et toutes les traditions font que, voilà, on veut bien faire et donc on fait comme ça et que, comme tu dis, dans d'autres cultures, ça fonctionne très bien. Et puis, les enfants, ils ont l'air heureux quand même. Bon, c'est vrai, pas partout, partout, mais en gros, quand on laisse quand même l'enfant, même de bébé, comme tu as précisé, de bébé, l'enfant, il s'épanouit de lui-même, donc que ce soit physiquement, dans la motricité, à toucher, à découvrir, il est stimulé par tout ce qu'il y a autour de lui. Et dans notre société, on surstimule les enfants. Alors, Donc, soit on interdit, voilà. donc on le prive de certains stimuli, justement, soit au contraire, on surstimule Ouais, avec cette fameuse comment dire, logique de compétition, hein, qu'il faut qu'il soit ouais. performant, il faut qu'il sache faire. Oui, et puis tous les gadgets électroniques, tous les jouets qu'il y a de nos jours pour les bébés. Attends, il y en a de 0 à 3 mois, de 3 à 6 mois, de 6 mois à 9 mois, et ainsi de suite, quoi. Donc, Alors qu'on sait que c'est pas bon, hein. Tous les neuroscientifiques le disent et le répètent que c'est très mauvais pour un enfant et pour son système neurologique de l'exposer. Alors je dis pas à petite dose, mais ouais. Mais non-stop. et Hein. encore, ça fait quand même partie de notre société, quand même, encore. Donc, tu vois bien qu'à Noël, pour les anniversaires et pour tous les cadeaux, voilà, les magasins de jouets, ils sont à craquer parce que, voilà, on veut faire plaisir aux enfants. Moi-même, j'ai toujours voulu faire plaisir aux miens et j'achetais tout ce qu'ils aimaient et tout. Et puis voilà, c'est vrai qu'avec les années, encore une fois, je me dis mais pourquoi tout ça, à quoi ça sert? Et puis en plus, ils le mettent de côté au bout d'un mois, 2 mois. Donc, et puis on sait aujourd'hui avec toute l'écologie, que le plastique, où est-ce que ça va finir. Donc voilà, c'est tout un cycle qui ne fait que tourner, quoi. On surstimule les enfants alors, avec des jouets qui sont en plastique. Le plastique n'est pas dégradable. Donc voilà, on ne fait que tourner dans un cercle qui pour moi n'a pas de sens. Et donc je n'ai pas voulu expérimenter ça. Et donc voilà, des bébés, on l'a laissé pour les jouer aussi assez librement où il joue avec ce qu'il a, que ce soit des cailloux, il a des jouets, quoi, il a des jouets, mais c'est vrai qu'on ne lui en achète pas d'énormes en grosse masse pour qu'ils puissent jouer tout le temps, tout le temps. Et en plus, les enfants, on leur achète des jouets, ils s'en foutent des jouets. Je sais pas mais si tu te rappelles, la plupart de nos enfants, ils ont toujours plein de jouets, et puis ils sont là Moi, je dans me un coin. souviens bien alors, je crois que c'était le premier Noël de mon fils. Donc, il est né en janvier. Donc, son premier Noël, il avait à peine un peu moins d'un an. Il avait 11 mois. Et je me souviens très bien de ce premier Noël parce qu'en fait, tout ce qui l'intéressait, c'était les papiers cadeaux. En fait, ce qu'il y avait à Ouais, c'est l'intérieur des vrai qu'ils papiers adorent cadeaux, ça. ça l'intéressait absolument pas. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de déchirer les papiers. Donc, en fait, pendant toute la soirée de Noël, il a joué avec les papiers, qu'il a poussé, qu'il a froissé, qu'il a C'est déchiqueté. Et les super, tu jouets, vois. il s'y intéressait, mais plusieurs mois après, en fait, il y a Ouais. des trucs qu'il a même pas ouverts. Donc, on a aussi accepté qu'il ne les ouvre pas. Et par contre, il les a redécouverts après, quand il était aussi plus Mhm. prêt à jouer avec ces trucs-là qui étaient plus adaptés à son âge. Et son Noël à lui, ça a été déchirer les papiers. Voilà. Mais c'est super.
faire, si c'est très stimulant, naturel, mais très naturel, parce qu'il y a le bruit du papier, il y a le toucher, il y a tous les sens Puis qui les sont textures, assez, hein, il y a des papiers voilà, les brillants, il y a des textures, papiers craft, il y a les les espèces de petits couleurs et rubans tout. là quoi autour. Voilà, et le bruit que ça fait, donc, c'est super ça pour un enfant, donc c'est magnifique. Et donc voilà, donc plein de petites choses comme ça qui font que, comme tu as dit, jusqu'à l'école, mais laissons les enfants découvrir, quoi. Et puis voilà, tu as parlé de la scolarité, malheureusement. Après, il y a la scolarité. Alors voilà, alors Lucia me disait avant qu'on commence à enregistrer cette vidéo que ce qui a été particulièrement difficile pour elle, c'est qu'elle avait adoré l'école, qu'elle se réjouissait en fait justement de pouvoir accompagner ses enfants dans leurs apprentissages et que pour eux en fait l'école n'avait pas du tout été un plaisir. Et pour elle c'était d'autant plus difficile à comprendre qu'elle n'avait pas vécu en tant qu'élève cette frustration. Elle avait été bonne élève, elle avait appris facilement, elle avait compris facilement, elle s'était adaptée facilement au système. Et là, elle se retrouvait avec des enfants qui lui renvoyaient tout l'inverse. Alors, je te laisse raconter un petit peu comment ça s'est passé. Ouais, bah les grosses difficultés scolaires, quoi, que moi je n'ai pas connues, comme tu viens de le dire. Moi, j'adorais l'école, c'était tellement chouette. J'ai pas vraiment eu de difficultés. Et puis c'est vrai que, bah, avec les miens dès le premier, hein, ça a Oui, été tu as eu très l'inverse, très puisqu'en fait, tu compliqué. racontais dans la première vidéo que tu en as un qui a développé une phobie scolaire, Ouais. il y en a un qui a de la dyslexie, ou les deux, je ne sais plus. Non, juste un. Voilà, Donc, donc le évidemment, deuxième adore l'école, mais voilà, c'est tellement c'est relationnel compliqué. avec le deuxième. Voilà, c'est tellement compliqué pour lui d'être dans ce cadre, euh, de ne pas parler, de rester assis sans bouger, d'écouter, d'être concentré, qu'il a des difficultés aussi. Donc, ben, ça a été très compliqué pour moi parce que voilà, j'en étais pas là il y a quelques années où j'en suis aujourd'hui, donc je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas les difficultés qu'ils avaient, et puis il a fallu que j'essaye de comprendre et que je découvre tout ça avec eux. Et donc, ouais, ça n'a pas été une période très, très facile, mais très joyeuse. Alors moi, ce que j'ai envie de dire aux parents qui vivent ça, tu l'as dit déjà dans le début de la vidéo, c'est premièrement, vous n'êtes pas obligé d'obliger votre enfant à s'adapter au rythme. C'est vrai que on va vous mettre la pression, le système scolaire va vous mettre la pression, et je suis bien placée pour en parler puisque je suis enseignante de formation. Mais quoi que vous dise l'enseignant, on l'avait dit aussi dans la première vidéo, vous pouvez continuer à faire confiance à votre enfant, à essayer de trouver des moyens parallèles qui lui permettent de se développer à son rythme et à comment dire, à lui donner le droit de ne pas y arriver là où d'autres du même âge, soi-disant du même âge, y arrivent déjà. Je donne un exemple concret. Quand mon fils était en maternelle, alors je ne sais plus quelle année de maternelle c'était l'âge où il fallait qu'ils apprennent à faire les lacets. Et Ah, les il avait une menacés. maîtresse particulièrement, comment je vais dire, qui voulait vraiment bien faire. Voilà, une maîtresse très très motivée, très impliquée dans tout ce qu'elle proposait, et qui appliquait vraiment à la lettre toutes les consignes. Donc, à tel âge, un enfant devait savoir faire un lacet. À tel âge, un enfant devait savoir mettre ses boutons. À tel âge, il devait savoir fermer une fermeture éclair. Et pas de chance, le mien, il n'y arrivait pas, ou il y arrivait, mais plus lentement que les autres. Et du coup, chaque fois qu'il y avait cet épisode de rhabillage ou de déshabillage, hein, puis vous savez que ça arrive quand même souvent à la maternelle, parce que c'est quand même souvent que dans la journée, ils entrent, ils sortent, que ce soit pour les sorties, que ce soit pour les récréations, et ben c'était galère. La maîtresse stressait parce que mon fils était toujours en retard. Mon fils stressait parce qu'il voyait qu'elle attendait qu'il finisse et qu'il n'arrivait pas à finir. Donc comme il était stressé, il était encore plus lent. Moi, je stressais chaque fois qu'on achetait des chaussures parce que je me disais, pourvu qu'on en trouve avec des scratchs, sinon ça va encore être un drame quand il devra mettre les chaussures, parce qu'il y aura des lacets et il n'y aura pas de scratch. Et du coup, tout le monde était dans je sais pas comment dire, dans une espèce de psychose à cause de ces histoires de fermeture éclair, de boutons et de lacets, jusqu'au moment où j'ai lâché prise par rapport à ça, et j'ai dit à mon fils, écoute, on va trouver un plan B. Les chaussures, on va trouver des scratchs. Les boutons, on va trouver des manteaux où il n'y a pas de boutons, où il y a aussi ou des scratchs ou des fermetures éclair, quitte à rajouter des scratchs par-dessus la fermeture éclair. Donc là aussi, en tant que parent, vous avez le droit d'aménager
comment dire, les petits trucs du quotidien de votre enfant pour que ça devienne confortable pour lui et qu'il ne soit pas tout le temps en stress à cause de ces exigences qui sent peser sur lui et qui vont faire qu'il va être de plus en plus stressé et du coup encore moins capable d'y arriver. Parce qu'on le sait très bien, soi-même, quand on vit une situation de stress, c'est justement là qu'on va pas être compétent. Donc il y a eu cette histoire de stress avec les boutons, les chaussures, etc. Et puis c'est allé tellement loin que après coup, la maîtresse nous a convoqués, le papa et moi, en disant écoutez, je pense qu'il faut faire voir votre fils par un psychologue. Il est beaucoup trop angoissé, il est beaucoup trop nerveux. Qu'est-ce que ça va être quand il va arriver dans le secondaire avec des tests toutes les semaines? Je me fais vraiment du souci pour lui. Je pense qu'il va pas s'en sortir. Encore une fois, cette maîtresse était complètement bienveillante. Elle s'inquiétait vraiment pour notre enfant. Elle voulait juste bien faire son job. Elle n'était pas négative ou dévalorisante par rapport à notre enfant. Elle se faisait beaucoup de soucis pour lui à cause de cette histoire de psychomotricité et de boutons. Et d'un commun accord avec le papa, on a choisi de ne pas écouter ça. Notre enfant, il nous semblait se développer complètement à son rythme. Et on a fait le choix en fait de ne pas l'emmener chez le psychologue, de lui faire confiance et petit à petit, effectivement, au fil de sa scolarité, il a réussi à son rythme à apprendre à mettre les boutons, à faire les lacets, à refermer les fermetures éclairs des pantalons, parce qu'en plus les garçons ils ont souvent des pantalons. Et c'est aujourd'hui un élève qui est collégien, qui va tout à fait bien, qui n'est pas en retard, qui est épanoui, qui n'est pas stressé, qui n'est pas angoissé. Voilà, tout ça pour vous dire que le discours de l'enseignant, c'est quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé de prendre pour, comment on dit ça, de prendre pour vérité absolue ce que vous dit l'enseignant. Si ça vous parle et qu'il vous dit que votre enfant a besoin d'aide, aidez-le. Mais si votre enfant, vous lui faites confiance et que vous pensez qu'avec votre aide, il peut s'en sortir tout seul, vous n'êtes pas non plus obligé d'entrer dans la demande de l'enseignant. Vous avez le droit aussi d'expliquer à l'enseignant que votre enfant a le droit de grandir à son rythme. Voilà, donc ça c'était mon épisode avec les boutons, les fermetures éclairs, les manteaux. Je suis sûre que Lucia a d'autres exemples qu'elle a eu avec ses propres enfants en termes d'apprentissage justement où on leur demandait d'être capables de ceci ou cela et où là où ils en étaient eux, c'était pas possible. Est-ce que tu as des exemples comme ça qui te viennent, Lucia? Ah, il faut que tu remettes ton micro. Tu as ton micro qui est coupé. Ouais. Voilà, c'est bon. Non, attends. Établir le son. C'est bon, Tu m'entends? vas-y. Oui, oui, ça y est, Oui. vas-y. Ah, parce que j'ai été coupée. Je t'ai pas entendu en fait. Vas-y, continue. Alors non, oui, pardon, t'as pas entendu la question. Je disais que toi, tu as Non. sûrement eu aussi des exemples avec tes enfants de situations où l'enseignant te disait il n'arrive pas à faire ceci ou cela, et à l'âge où il devrait être capable de. Et comment on fait dans ce cas-là en tant que maman, en tant que parent, pour négocier entre les capacités de l'enfant et la demande de l'enseignant? Donc moi, j'ai donné mon exemple par rapport aux fermetures éclairs et aux boutons, mais je suis sûre que toi, avec la dyslexie Et de ton alors, fils, tu as par fait exemple, quoi? tu as Parce eu que j'ai des... pas entendu. Tu écouteras en replay, là, on va continuer à enregistrer. D'accord, parce que oui, non, c'est vrai que moi, j'ai connu que ça, hein, donc ils étaient tout le temps en décalage, donc il faudrait vraiment que j'aille chercher, c'est par rapport à la lecture, donc où on me disait qu'ils ne lisaient pas encore alors qu'ils devraient déjà apprendre à lire, alors que l'autre c'était inverse. L'inverse, donc il disait déjà trop bien alors qu'il devrait savoir d'autres choses. Et puis, ouais, quand ils étaient plus petits, comme tu as dit, les lacets, les fameux lacets, ça c'était. Alors, ça, c'est Moi, je crois vraiment. qu'on devrait bannir les chaussures à lacets. Avant 16 ans, il ne devrait pas y avoir de chaussures à lacets. Moi, j'ai acheté avec le scratch, on dit ça comme ça, le scratch? Oui, oui, le scratch. Donc, alors moi, j'évitais les lacets quand il y avait piscine ou gymnastique ou des trucs comme ça, j'évitais tout ce qui avait lacets. Donc, les pantalons, c'était la même chose, je mettais des joggings parce que sinon les vestes c'était des vestes simples parce que s'il y avait des boutons ou quoi, mon fils voilà là, il y avait des remarques aussi comme quoi mais la motricité c'est pas trop son truc, donc voilà, il avait tout de suite
Alors attends, la motricité, j'en ai parlé. Moi, par contre, ce que j'ai pas connu et sur quoi j'aimerais bien t'entendre, c'est par exemple la dyslexie. Donc, quand on a un enfant à qui l'enseignant reproche de pas lire ou de pas calculer ou de pas écrire assez vite, en tant que parent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que par exemple Là, tu l'as emmené prendre des cours de soutien chez quelqu'un? Moi je sais que pendant un temps il voulait qu'on l'emmène aussi chez comment ils appellent ça ici, le logopède, c'est ça? Celui qui apprend à articuler, oui. parce qu'il Il avait y a un mini l'orthophonie. cheveu sur la langue, et D'accord. que soi-disant ça Bah, allait le mien, déformer il toute sa n'allait pas prononciation. bien. Le mien, c'était la déglutation. Déglutition? Oui, déglutition, voilà. Donc, il a dû aussi aller chez l'orthophoniste parce que, voilà, apprendre à avaler et à mâcher des biscuits en pleine séance. Et puis, bon, ok, il y a des enfants qui en ont sûrement Vraiment besoin. besoin. Mmh. Voilà. Donc, il faut vraiment aussi voilà, mettre les choses à leur place. C'est qu'il y a des enfants qui, lorsqu'on détecte vraiment quelque chose, ils ont besoin d'avoir des séances auprès de professionnels adéquats pour que, voilà, pour que, 1, 2, 3, Oui, pour pour avoir de que, l'aide. voilà, pour qu'ils évoluent là, dans ce petit problème-là. Par contre, après, de nos jours, il y a la plupart des enfants, pour les maîtresses, ils ont des problèmes. Donc là, il faut faire un petit peu Le tri. la part des choses, oui, et voir est-ce qu'il y a vraiment un problème. C'est vrai que dans la lecture, mon fils avait un problème, mais là-dedans, on ne m'a pas vraiment précisé qu'il fallait que j'aille voir un professionnel, que peut-être qu'il y aurait une dyslexie ou quoi que ce soit. Non, on me dit, votre fils, il doit lire, il ne lit pas assez, donc il ne comprend pas les choses. Donc voilà, on me mettait encore plus la pression. Et donc, je me sentais très mal. Mon fils se sentait déjà très mal lui aussi. Et par Oui, en après, gros, oui. comment dire, on stigmatise le problème, mais on vous donne pas vraiment de solution Oui, pour voilà. vous aider à résoudre le problème. C'est ça Voilà. la difficulté? Là, voilà. Pour le deuxième aussi, qui a beaucoup la bougeotte. Donc, comme dire, oui, mais là, la bougeotte, et puis, reste pas tranquille, quand je lui parle, il n'est pas là, il n'écoute pas, et puis voilà, toutes les petites choses, toujours quand les remarques qu'on fait aux parents. Mais oui, mais après, de une, je ne suis pas en classe pour contrôler mon enfant ou pour l'aider. Et puis de deux, c'est facile de dire il fait, ou il fait pas assez, ou il fait pas bien, mais donnez-nous des petites solutions, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je crois qu'il y a beaucoup de parents qui cherchent des solutions par eux-mêmes. Parce que c'est vrai que dans le système, c'est très compliqué, où on nous envoie partout pour qu'on on soit vu par tous les spécialistes, alors que notre enfant n'a rien, quoi. Il a juste, il, il a juste difficile d'être mis dans un moule, quoi. Et puis il y a d'autres enfants qui, eux, ont vraiment besoin d'aide et que les parents le ressentent. On le sait au fond de soi. Moi, je voyais que mon fils, il le faisait pas exprès de ne pas lire. Moi, je suis une grande lectrice, et je voyais qu'il avait vraiment une difficulté. Et ça, on ne m'écoutait pas, on ne m'a pas soutenue là-dedans. Et donc, je pense que vraiment, quand une maman, elle a une intuition et qu'elle toujours cette fameuse intuition, hein, et donc là-dedans, il faudrait diriger les parents pour, euh, pour qu'ils aient de l'aide. Bah, je crois que déjà, comme tu l'avais dit dans la première vidéo, les parents doivent surtout apprendre à s'auto-diriger, à se faire confiance, à Ouais. faire confiance à leur ressenti. Je trouve que ce que tu dis est très juste. Là, on n'est pas du tout en train de critiquer les professionnels qui aident effectivement les enfants en difficulté. Et dans certains cas, comme tu l'as très bien dit, c'est vraiment nécessaire. Mais c'est vraiment aux parents aussi d'estimer et de ressentir, en fonction des conseils qu'on lui donne dans le corps enseignant, de faire, comme tu l'as dit, le tri, la part des choses entre ce qu'on exige de lui et ce qui est peut-être pas vraiment nécessaire et qui relève juste de l'exigence personnelle de l'enseignant. Il y a effectivement des enfants qui ont besoin d'être aidés, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'être outillés. Et puis il y a des enfants qu'on envoie chez le logopède, j'ai envie de dire, il y a aussi des modes un peu. Hein. Moi, je me souviens que quand j'étais élève, il y avait la mode des. Alors, on avait tous, au niveau de la visite médicale, des contrôles au niveau du dos. Et si on écoutait les médecins, on devait tous porter des corsets. Alors, après ça, il y a eu aussi la mode des appareils dentaires. On avait tous besoin
besoin d'un appareil dentaire. Voilà, là aussi, quand le médecin vous dit il y a besoin de ci ou ça, rien ne vous empêche déjà d'aller prendre l'avis d'un autre médecin. Par exemple, nous, notre fils, on nous avait dit il a les pieds plats, il faut qu'il ait, alors c'était pas un corset, ça devait être des semelles orthopédiques ou je sais pas quoi. Et finalement, quand je l'emmène voir notre médecin traitant, il dit mais non, en fait, ils ont mal mesuré, son dos, il est très bien. Ils ont dû faire ça dans un moment de précipitation parce qu'ils avaient 25 gamins à passer dans un temps limité. Et je comprends aussi que c'est pas facile hein, pour les professionnels de faire ça bien s'ils doivent le faire vite. Mais du coup, on nous avait fait un diagnostic qui était faux. On nous a fait un autre diagnostic qui était faux pour les fameuses échographies des hanches, où il y a plein de bébés qu'on oblige à porter cette espèce de prothèse là qui est censée rééquilibrer leurs hanches et qui pour certains n'est pas nécessaire. Là aussi, quand je suis allée faire la fameuse échographie des hanches, l'urgentiste m'a presque engueulé d'être venue aux urgences pour ça, en disant que mon enfant allait très bien et que jamais j'aurais dû venir en gros encombrer les urgences pour une échographie parce qu'il n'avait pas besoin de ça. On a eu ça après, comme je te disais, encore avec le logopède où on voulait nous emmener faire des séances de rééducation parce qu'il avait un mini-cheveu sur la langue. Aujourd'hui, le mini-cheveu, il l'a toujours. On l'entend un tout petit peu quand il fait les S, mais franchement, au niveau de la compréhension de ce qu'il dit, ça gêne personne. Et lui, au niveau de son élocution, il a pas de complexe parce que quasiment personne ne l'entend, son S. On a eu la dentiste qui, à 9 ans, voulait qu'on lui mette un appareil dentaire. Moi, j'ai refusé qu'à 9 ans, alors qu'il avait encore la plupart de ses dents de lait, mon fils commence à porter un appareil dentaire. En plus, à l'époque, il suçait encore le pouce et je savais que c'était important pour lui de sucer encore le pouce. Je me suis dit, si... Eh oui, à 9 ans. Moi, je l'ai sucé jusqu'à 12. Moi, je l'ai sucé jusqu'à 12 ans, mon pouce. Voilà, donc je me suis dit, si vraiment il faut lui rééduquer la mâchoire et le palais, eh ben on fera ça quand il aura ses dents fixes et quand il aura fini de sucer le pouce. C'est comme l'allaitement. Si pour l'instant il éprouve encore le besoin de sucer son pouce, je lui laisse le droit de sucer son pouce. Alors c'est vrai que ça va vous obliger à prendre parti contre le corps enseignant, contre le corps médical, contre les fameuses modes, non pas parce que vous êtes un rebelle qui n'en fait qu'à sa tête et qui veut faire chier le monde, mais tout simplement parce que vous avez envie de donner, enfin moi c'était en ces termes-là que je l'ai fait, j'avais envie de donner à mon enfant le droit d'être comme il était et de grandir au rythme qui était le sien. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas négociable sur tout. Il y a des choses sur lesquelles on peut pas transiger. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de faire des adaptations. Proposer à l'enfant, si vraiment il est obligé d'apprendre ça à ce moment-là, peut-être d'autres méthodes que celles qu'on lui donne à l'école qui marchent pas, aller faire ses recherches par soi-même, comme l'a fait Lucia, ou moi je faisais appel à ma propre créativité. Par exemple, quand mon fils l'équivalent du CP au Luxembourg s'est retrouvé chaque soir avec des listes de vocabulaire en allemand à apprendre qui faisaient 2 pages et que pour lui c'était fastidieux et que pour moi c'était pénible aussi de l'aider à apprendre ces listes de vocabulaire, je me suis dit, OK, le vocabulaire, il n'y a pas le choix, il faut qu'il l'apprenne. Par contre, on n'est pas obligé de l'apprendre sous forme de liste de vocabulaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les mots sur des post-it, on a collé des post-it partout dans la maison et on faisait des rallyes. Voilà. Et comme ça, il y avait un côté ludique, il y avait un côté psychomoteur qui faisait que c'était marrant. Il allait décoller des post-it des placards, il fallait qu'il les recolle au bon endroit. Voilà, donc trouver en fait ce qui va motiver votre enfant à apprendre. Il y a des choses, il pourra pas, il pourra pas faire l'impasse. On peut pas contourner. Ça fait partie des choses qu'il doit apprendre à ce moment-là. Ou alors, voilà, vous allez devoir le mettre en redoublement et il va vivre l'humiliation et encore d'autres choses. Donc, à vous aussi en tant que parent d'essayer de voir comment vous pouvez aider votre enfant à votre niveau en lui expliquant les choses autrement. Je disais à Lucia que par exemple, quand il a fallu faire des maths, il y avait des choses pour moi qui étaient abstraites. Par exemple, les fractions. Les fractions, ça s'explique facilement avec des parts de tarte ou avec des cubes ou avec des Legos. Voilà, en fait, le fait que les choses se morcellent, c'est quelque chose qui est facile. Et des fois, c'est tout simple. L'autre jour, mon fils, qui est maintenant au collège, avait à apprendre des trucs avec des dates avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc, c'était très abstrait. C'est tout bête. Vous lui faites dessiner la droite du temps, le 0 avec Jésus-Christ, et vous lui faites placer les dates comme des points sur la droite. Et tout de suite, c'est visuel. Il est actif au lieu d'apprendre des choses théoriques. Et ça va l'aider à mémoriser et à comprendre ce qu'il fait. En fait, c'est ça souvent le truc, c'est de donner du sens aux apprentissages
pour que Mhm. l'enfant ait envie d'apprendre et qu'il comprenne ce qu'il fait et à quoi ça lui sert d'apprendre ça. Mhm. Moi, c'est vraiment Oui. ce que m'ont appris les enfants en difficulté avec lesquels j'ai travaillé 10 ans, c'est que si un enfant ne comprend pas pourquoi on lui demande de faire quelque chose, alors soit c'est pour le plaisir, à ce moment-là vous jouez sur le ludique, soit vous le motivez en lui montrant que cette compétence va lui permettre de faire quelque chose qu'il a envie d'apprendre à faire. Par exemple, je sais pas, moi j'ai des grands, et ben tu as besoin d'apprendre à écrire un CV ou une lettre de motivation parce que c'est ça qui va te permettre de décrocher le stage dont tu as besoin pour sortir de l'école, parce que être assis sur les bancs de l'école, ça t'enquiquine. Donc voilà, l'étape 1 pour arriver là, c'est comme un parcours balisé. Pour arriver là où tu veux, il faut que tu passes par là. Donc, et tout de suite, de donner du sens, ça va remotiver l'enfant ou le jeune, puisque là je parle aussi d'ado, parce qu'il peut se projeter dans le temps en voyant à quoi cette compétence va lui servir. Si c'est juste apprendre pour apprendre, à moins d'avoir vraiment un Ah, il n'y a profil pas de d'enfant sens. très scolaire. Non, c'est pas vrai. Il y a des enfants qui ont ce profil-là, qui sont alors soit des compétiteurs, ou qui apprennent pour faire plaisir aux parents ou aux profs, ou qui aiment apprendre pour apprendre. Et pour cela, en général, il n'y a pas de problème à l'école. Voilà. Ceux qui sont Oui, durs à ça a été mon remotiver, cas. c'est ceux qui comprennent pas pourquoi ils sont là, pourquoi on leur demande ça, pourquoi on apprend ça vu que ça sert à rien dans la vie. Et c'est vrai que des choses qui servent à rien dans la vie, on en apprend quand même un paquet à l'école, il faut bien le dire. Et encore une fois, je critique pas les enseignants, je viens du monde enseignant. Mais moi, la première, je reconnais qu'on leur apprend plein de choses qui vont leur servir à rien dans la vie. Par contre, si vous arrivez à lui faire trouver du sens ou du plaisir dans ce qu'il apprend, là, il y a une chance que le blocage se débloque. Alors, je suis sûre que tu as des choses à dire par rapport à ça. Ouais, ce que tu viens de dire me fait rire parce que mes enfants, c'est exactement ça. Ils trouvent aucun sens dans ce qu'ils apprennent. Et donc, les petits mots que tu as dit, là, qui disent pourquoi ça n'a aucun sens, on n'a pas besoin de ça plus tard. Donc, voilà. Et c'est des choses qu'ils me disent assez souvent. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que pour les enfants, c'est un apprentissage actif, comme tu as dit. Donner du sens à l'apprentissage et puis qu'ils peuvent, comme tu faisais avec ton fils, les petites astuces, le toucher, les choses ludiques et tout ça. Donc, tout de suite, on sait aujourd'hui avec les neurosciences et tout ça, que le cerveau de l'enfant, voilà, il est tout de suite captivé par la chose, donc il apprend tout de suite, tout de suite, quoi. C'est naturel. Et, et le fait qu'ils doivent être assis à l'école et écouter, parler et apprendre sur des feuilles et des livres, ils n'y arrivent pas. Il y en a beaucoup, voilà, c'est difficile parce que ce qui est aller sauter, puis de découvrir le monde et tout ça, quoi, de vivre. Et puis voilà, ils peuvent pas. Donc, c'est assez frustrant pour tous ces enfants. Il y en a beaucoup. Hein. C'est comme tu dis, il y a ceux qui aiment aller à l'école. J'en faisais partie, mais il y a beaucoup d'enfants et je crois qu'aujourd'hui, de nos jours, les enfants, ils s'en rendent de plus en plus compte. Notre monde va beaucoup plus vite. Les choses avec Internet et les smartphones et tout ça, les enfants, ils ont évolué aussi. Donc, ce n'est pas plus stimulant pour eux donc, d'être assis des heures et des heures et d'apprendre de cette façon. Donc, c'est vrai que, voilà, malheureusement, pour tous ceux qui sont quand même à l'école, il faut faire avec. Et puis, il faut essayer de leur donner un sens, comme tu l'as dit. Euh, trouver des astuces. Trouver des astuces à la maison pour les devoirs, pour l'apprentissage et tout ça, pour les motiver, quoi. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Si on ne peut pas les changer d'école pour mettre dans des écoles privées ou dans d'autres méthodes pédagogiques, il ne nous reste pas beaucoup de solutions. Mais Donc, comme tu dis, au moins leur proposer autre chose pendant le ouais, temps où ils sont à la maison. Parce que c'est vrai que quelquefois, en tant que ouais. parent, on croit bien faire, par exemple, alors, au moment des devoirs, en les obligeant à nouveau à rester calmes, à rester assis, parce qu'on se dit c'est de ça qu'ils vont avoir besoin quand ils seront à l'école, et c'est ça qu'on exige d'eux. Donc, il faut que comme si on entraînait un animal un peu, hein, il doit apprendre à Mhm. sauter, donc il faut que je le fasse sauter. Et ben non, parce qu'en fait, l'enfant, il a déjà une journée
d'école dans les bottes où on l'a obligé à rester assis, à écouter, où on lui a dit ne crie pas, ne saute pas, ne cours pas. Donc si encore, en rentrant à la maison, on lui interdit de courir, de sauter et de crier, il n'en peut plus. Et il y a un moment, il a quand même besoin de sortir toute cette vitalité qu'il a en lui. Je repense à mon fils, la première année où il était au primaire, le primaire, c'est une année où il faut vraiment qu'il s'applique. Ils écrivent beaucoup, ils sont obligés d'être assis, on leur demande beaucoup d'attention. En plus, pour lui, c'était dans une langue étrangère, donc il y avait aussi l'apprentissage linguistique. Voilà, je savais que s'il n'avait pas son heure, on va dire entre 4 heures où il sortait de l'école et 5h30 où on commençait les devoirs, où il pouvait se défouler, aller au parc, sauter, gratter dans le bac à sable, mais c'était inhumain quoi, de le faire rentrer à la maison et de l'obliger à nouveau à s'asseoir en disant ah non, il faut faire les devoirs tout de suite parce que sinon après tu vas être fatigué et tu n'auras plus la concentration nécessaire. Il y a un moment où il faut que le gamin il puisse respirer, il puisse lâcher du lest. Et pendant les devoirs, vous n'êtes pas obligé de lui imposer les conditions de la classe. Il peut apprendre ses leçons vautrées sur le canapé. Il peut apprendre, en plus maintenant les jeunes arrivent très bien à faire ça, nous on ne le comprend pas en tant que vieux, mais il peut apprendre ses leçons avec sa musique dans les oreilles ou avec la télé qui marche. Moi c'est un test que j'ai fait plusieurs fois avec mon fils, ça m'énervait qu'il ait la télé qui marche en même temps qu'il prétendait apprendre. Donc après quand je le questionnais, je me disais de toute façon je vais bien lui prouver qu'il n'a rien retenu. Et bien si, il avait tout retenu. Donc c'était moi qui était dans le faux avec mes préjugés de vieille et d'enseignante. Donc voilà, si vous constatez que votre enfant il a trouvé sa façon à lui de se rendre l'apprentissage agréable, voilà, laissez-le apprendre. Je me souviens d'une maman qui faisait l'école à la maison et qui disait mon fils c'est limite s'il fait pas le poirier quand il apprend ses leçons, il est comme ça, il fait le pont sur le canapé, la tête en bas. C'est comme ça qu'il aime apprendre. Voilà, si à la maison il a le droit de le faire, permettez-lui de le faire. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal ça. C'est vraiment quelque chose de très positif parce qu'on pense de nouveau les choses traditionnelles. C'est pas facile pour nous les parents non plus. Mais c'est vrai que si les enfants, en fait, ils préfèrent être couchés par terre et d'étudier comme ça, ou voilà, tout ce que tu as dit, ou plein d'autres façons, voilà, quand on devrait les laisser s'ils apprennent à ce moment-là. Donc à la maison, il faudrait vraiment, comme tu dis, nous faire confiance, leur faire confiance, et que si après on voit qu'ils ont quand même appris, c'est l'essentiel. Parce que c'est pas évident pour les parents non plus, en fait. Tu sais, tu parlais des enfants qui venaient de l'école et qui avaient besoin de bouger et tout, et puis et après, il y avait encore les devoirs. Pour les parents, en fait, aussi, tu sais, ils travaillent toute la journée, et puis c'est pas facile non plus pour eux, et puis ils arrivent à la maison, il y a encore les devoirs à faire, et puis il y a la maison, il y a le manger, il y a tout ça, quoi. Il y a la vie de la maison. Et le fait de faire encore des devoirs pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure, même plus, c'est pas très, très chouette pour eux. Donc, forcément, on rentre dans comment dire, dans un cercle vicieux. Un cercle vicieux, parce que les parents, ils arrivent, ce qu'ils veulent, c'est que les enfants fassent leurs devoirs. Et donc, en mode traditionnellement, donc là, l'enfant, il s'assoit, il fait ses devoirs. Et puis, si l'enfant, il commence un peu à gigoter ou à sauter ou à faire des pauses, le parent, il se dit, voilà, il veut vite qu'il finisse ses devoirs pour pouvoir faire vivre la vie de maison, quoi. Et voilà, il y a des parents qui veulent bien faire. Je pense que voilà, beaucoup de parents veulent bien faire. Et moi, j'en faisais partie aussi. Donc, c'est vrai que c'était... allez, on rentre à la maison, on fait les devoirs, on étudie rigoureusement et tout ça et tout ça. Et avec le temps, mes enfants qui n'étaient pas du tout... qui étaient des grands rebelles, m'ont fait, en fait, découvrir tout cet autre côté, tu vois. C'est, on va dire, grâce à eux que j'ai découvert toute cette éducation alternative et de lâcher de l'Est et de leur faire confiance, en fait. C'est, parce que sinon, j'en serais encore aujourd'hui à me taper la tête contre le mur parce que ça ne fonctionnait pas, quoi. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de parents qui veulent bien faire, mais il faut essayer de trouver un équilibre, quoi. Avec l'enfant, je crois qu'on n'a plus de connexion. Si. Tu m'entends? Oui. Ok. Ça y est.
Oui, donc moi je pense qu'effectivement, ce qu'on peut faire pour aider l'enfant dans les cas où il est obligé de rester dans ce système avec lequel il a du mal, c'est alors lui proposer autre chose à la maison, qu'au moins à la maison il respire et qu'il ait des moments où il arrive à prendre avec plaisir, parce que c'est quand même ça aussi qui tue l'envie d'apprendre et qui crée les phobies scolaires, c'est quand l'enfant est dégoûté d'apprendre parce qu'en fait, le plaisir d'apprendre pour lui n'existe plus. En fait, il est vraiment associé à quelque chose de pénible, il est associé à de l'échec, il est associé à de la frustration, et du coup, il n'a plus du tout envie de faire des efforts. Donc ça, c'est vraiment le pire, j'ai envie de dire, c'est quand on est déjà au stade final de la non envie d'apprendre. Et après aussi essayer de trouver des choses qui correspondent au profil de votre enfant. Si c'est un enfant qui a besoin de beaucoup bouger, ne l'obligez pas à apprendre assis, ou si par exemple il a du mal avec la graphie. Je repense à une maman qui faisait l'école à la maison et dont l'enfant avait beaucoup de problèmes au niveau, alors je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est la motricité fine, hein, quand il faut tracer des lettres, faire des choses précises en dessin. Voilà. Ça, son enfant, il avait du mal. Lui, il aimait bien barbouiller, faire des trucs. Je vois Lucia qui fait moi aussi. Tu as coupé ton micro, Lucia. Donc, avec ça, Ouais, son tu enfant avait m'entends? du mal, et donc il a fallu qu'elle lui donne des pistes pour développer sa motricité fine, mais autrement. Donc, par exemple, puisque le crayon, pour lui, c'était quelque chose de pénible par rapport à ce qu'il vivait à l'école, elle lui a fait faire des choses. Alors, elle cousait beaucoup, donc il se mettait à côté d'elle, et puis il faisait des choses avec du fil, il lui enfilait le fil dans les aiguilles. Voilà, elle lui a appris les gestes précis autrement. Si votre enfant aime bricoler, bah, je sais pas, faites-lui faire des choses qui développent sa motricité fine, en plantant des clous, alors, je sais pas, moi je suis pas bricoleuse, donc j'ai pas, j'ai pas d'exemple précis, mais je suis sûre qu'il y a des choses qu'on peut trouver. Oui, on trouve euh, plein de choses, plein d'astuces, plein d'idées sur Internet. Hein, oui, mais il faut que ça corresponde au profil de l'enfant. C'est ouais. sur ça que je voudrais mettre l'accent. Il y a plein de choses, oui, mais comme tu l'as dit toi-même, chaque enfant est unique, et c'est à toi en tant que parent de trouver quelle est justement la stratégie d'apprentissage qui va lui convenir à lui, quitte à l'inventer toi-même. Si tu trouves pas sur Internet, Internet c'est bien, mais des fois c'est aussi toi en tant que parent qui va trouver le truc, parce que tu connais ton enfant, tu sais ce qu'il aime, Mhm. tu sais l'univers qui l'amuse. Voilà, alors je vais donner un exemple pour vous faire comprendre de quoi je. Alors, c'est pas exactement par rapport au profil de l'enfant, mais c'est pour montrer comment on peut rendre attractif quelque chose qui ne l'est pas. Une année, mon fils avait une gastro, et donc il y avait plein de choses qu'il pouvait pas manger. Il était frustré parce qu'il était obligé de manger tout le temps du riz, et en plus il devait rattraper les devoirs qu'il n'avait pas eu à l'école. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Comme à l'époque, en famille, on regardait Colanta, et ben on a joué à Colanta. Donc j'ai fait cuire du riz puisqu'il pouvait manger que ça. Je l'ai servi dans des coquilles Saint-Jacques, comme ça on était comme à Colanta sur la plage, et je lui ai demandé de compter. Alors je sais plus si c'était le nombre de coquilles que je lui amenais. On a fait des maths en fait avec la coquille Saint-Jacques et le riz. Et comme ça c'était ludique, c'était marrant. Il avait l'impression qu'on faisait un jeu, et j'ai réussi à lui faire apprendre. Alors je sais plus ce que c'était, si c'était les opérations ou quoi, ou les fractions. Je me souviens que c'était lié à quelque chose en maths. Voilà. Et en fait, j'ai eu cette idée parce que je savais que Colanta, avec lui, c'était quelque chose qui marchait. Donc, partez vraiment de ce qui l'intéresse. Aujourd'hui, je sais que si je devais faire un truc pour le faire apprendre, je ferais avec Zelda, parce qu'il a fond dans Zelda. Donc, il faudrait que je m'inspire de l'univers de Zelda pour arriver à. Alors, je sais pas, je peux lui faire un itinéraire dans la forêt Korogu pour qu'il apprenne sa géographie, ou lui inventer une quête où il doit aller rencontrer des personnages de l'histoire. Il faut vraiment partir de ce qu'il aime. Je repense à cette maman qui fait l'école à la maison avec son fils. Son fils est passionné de Harry Potter. Elle lui a fait carrément un jeu de piste dans Paris, puisqu'ils habitent en région parisienne, pour lui faire découvrir Paris et lui faire plein de recherches sur la ville à travers l'univers de Harry Potter. Alors, je ne sais plus comment elle a ficelé ça. C'était sous forme de jeu de piste. Je me souviens qu'il avait des indices à trouver. Et ça, c'est vraiment un truc qui marche avec les jeunes, que ce soit des enfants, que ce soit des préados, que ce soit des ados.
regardez même avec les ados le succès des escape games, par exemple. Dès qu'on joue sur le côté jeu, et ben tout de suite ça devient quelque chose de moins lourd, de moins pénible, et qui va les motiver plus que si vous leur dites on va apprendre les tables de multiplication. Bon, ben, voilà, dit comme ça marche pas. Par contre, si vous jouez aux tables de multiplication avec les Lego, par exemple, en montrant qu'on peut les amalgamer par 2 ou par 4, ou avec autre chose. Je dis les Lego parce que c'est ça qui me vient, mais ça peut être autre chose. Voilà, il y a plein d'astuces en fait qu'on peut trouver. Mais encore une fois, je pense qu'on peut les trouver en tant que parent parce qu'on connaît son enfant, on connaît son univers, on sait à quoi il a de la facilité et à quoi il a de la difficulté. Et il faut, comment dire, on peut s'appuyer sur ses points forts, sur ce qu'il a de la facilité à faire pour l'amener vers ce qui est plus difficile. Donc, j'essaye de trouver un exemple concret. Par exemple, moi j'ai un fils qui a un imaginaire très développé, donc je sais que si je veux l'amener à apprendre quelque chose de pénible, un des bons moyens que j'ai pour ça, c'est d'utiliser ou l'humour ou l'imaginaire. Donc, comme je disais, ou le transporter dans un monde imaginaire qu'il aime. Là, je parle de Zelda parce qu'il est dans Zelda, mais ça pourrait être autre chose. Ou alors stimuler son imaginaire en faisant des associations de mots, par exemple. Quand on a révisé l'histoire la dernière fois, alors attendez, qu'est-ce que c'était? C'était quelque chose avec les saisons en Basse-Égypte, en Égypte antique. Il fallait qu'ils retiennent les noms des saisons et l'état de la crue du Nil à cette époque-ci. Et les noms égyptiens, il n'arrivait pas à les mémoriser. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On les a associés à des choses qui nous faisaient rire. Alors maintenant, j'ai plus les exemples en tête, mais je crois même que c'était un peu grossier. En tout cas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça marchait. Et maintenant, il a retenu. En fait, il a retenu le nom parce qu'on avait trouvé le truc mnémotechnique pour l'aider à apprendre. Voilà. Donc j'insiste là-dessus. Lui proposer un autre contexte d'apprentissage et surtout adapter le contexte à qui il est. Et pour donner un autre exemple, alors là qui concerne les enfants de Lucia, je me souviens d'une fois où j'étais chez Lucia, les enfants sortaient de l'école et son deuxième, qui est donc très actif, très dynamique, comme elle l'a déjà expliqué, ne tenait pas en place et on lui dit, pour le faire tenir tranquille, parce que nous on voulait discuter, tiens, prends des crayons et dessine. Et il me répond, ah mais j'en ai marre, à chaque fois qu'on veut me faire tenir tranquille, on me dit de prendre des crayons. Mais tu te souviens pas, Lucia? Il m'a vraiment dit texto qu'en gros, dessiner, pour lui, c'était la corvée, parce que ce soit les profs ou ses parents, quand on voulait le faire tenir tranquille, il fallait tout le temps qu'il dessine. Et je me suis dit, ah ouais, effectivement, ce qu'on va réussir à faire, c'est à dégoûter cet enfant du dessin, parce qu'en fait, il va associer le dessin et la punition, alors que finalement, on aurait pu lui proposer de se tenir tranquille autrement, ou d'utiliser les crayons autrement que pour se tenir tranquille. Voilà, donc faire vraiment attention à quel est le besoin de l'enfant et qu'est-ce qu'on peut lui proposer d'adapter. Ouais. Ouais, je pense que c'est autre chose que des crayons. Je devrais lui acheter des couleurs pour les mains ou quelque chose, quoi. C'est là-dedans, il s'épanouirait beaucoup plus. Parce que c'est vrai qu'avec les crayons, tu en parlais tout à l'heure d'une connaissance l'enfant il avait du mal à écrire. Ouais. Et puis donc mon fils l'avait aussi. Et tu sais, avec les années, en fait, dans le temps, je m'en rendais pas compte, mais l'enfant il grandit. Donc, même si à l'âge de 5-6 ans, il a du mal à tenir les crayons, vers 8-9-10 ans, il le tiendra déjà mieux. Il ne faut pas en faire tout un truc. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'idée, en fait, il y a des crayons, des gros crayons, parce que la plupart des crayons, ils sont assez fins, ils sont tout fins, et en fait, pour leurs doigts, c'est très compliqué. Et il y a des crayons que tu trouves qui sont beaucoup plus gros. Je ne sais pas si tu connais. Et j'en ai même trouvé où tu peux acheter des grands, comme des gommes, tu vois, c'est des petits rouleaux que tu roules dans le crayon. Et en fait, ça lui faisait un truc vraiment gros qu'il pouvait tenir dans la main. Et en fait, il écrivait beaucoup mieux avec ça qu'avec le tout petit crayon tout fin. Donc voilà, comme tu as dit, trouver des petites astuces. Je me rappelle aussi que pour apprendre par cœur, quand il y a quelque chose à apprendre par cœur, que ce soit des vocables ou la multiplication ou quelque chose, nous, on met de la musique. Donc, on apprend avec une mélodie. Et en fait, au bout de 2-3 minutes, c'est bon, ils l'ont appris, quoi. Et donc, voilà, toujours peut-être trouver des petites astuces après ce que l'enfant, il aime, comme tu as dit. Parce que c'est vrai que
s'il n'aime pas la musique, ben, on ne va pas lui faire chanter, comme mon fils n'aime pas prendre dessiner. Donc voilà, c'est une sorte de punition encore pour eux. Donc trouver ce que l'enfant aime et puis peut-être lui demander aussi comment est-ce que. Ils ont toujours des idées tellement créatives, les enfants. Donc en fait, quand on est paumé avec les idées et qu'on ne sait pas comment l'aider, en fait, on pourrait lui demander tout simplement parce qu'il se connaît et puis il sait ce qu'il aime et puis il va trouver une idée qui va lui plaire. Et en, et vu qu'il se sentira écouté et que l'idée viendra de lui, il sera beaucoup plus content de l'appliquer. Donc, je pense que ça aide beaucoup aussi. Oui, ton idée de la chanson, ça me ramène à quelque chose qu'on nous avait appris. Alors, une des rares choses j'ai retenues et que j'applique encore de ma formation d'enseignante, c'est qu'en fait, il y a différents profils. Il y a des gens, alors, des enfants, mais aussi des adultes, hein, qui apprennent plus facilement grâce à des supports visuels. Il y en a d'autres qui apprennent mieux grâce à des supports auditifs. Par exemple, c'est ceux qui, quand ils Mhm. apprennent leurs leçons, vont les réciter à voix haute parce que ça les aide d'entendre. Et puis, il y a ceux qui ont besoin de bouger. Donc, par exemple, quand ils vont apprendre la leçon, ils vont faire des allers-retours, ils vont aller de long en large dans la pièce. Donc, c'est pour Ouais. cela, par exemple, que c'est difficile de rester assis tout le temps. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est quand, alors, soit vous connaissez déjà le profil de votre enfant, comme Lucia qui savait qu'avec les siens, ça marche bien si on chante ou avec de la musique. Soit, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez lui proposer 3 méthodes d'apprentissage de la même chose. Donc, essaye de le faire ou essaye de l'apprendre en chantant, essaye de l'apprendre en écrivant. À ce moment-là, c'est peut-être qu'il est plus visuel ou en regardant. Si c'est, je sais pas, si c'est par exemple, comme je disais, des dates à retenir, il y en a qui vont mieux y arriver en les visualisant sur une fresque. Il y en a qui vont mieux y arriver en récitant les dates et en se parlant à eux-mêmes. Et puis il y en a qui vont peut-être avoir besoin de bouger et de faire comme un rallye. À ce moment-là, je sais pas, vous prenez, moi je prendrais une corde ou une ficelle que vous tendez dans la maison. Vous prenez des récipients qui représentent les différentes dates et vous demandez à l'enfant d'aller de moins 50 à plus 2, de plus 2 à moins 25. Et comme ça, il va faire des allers-retours. Et au niveau de son, je sais pas comment dire, au niveau de sa mémoire, de ses circuits neurologiques, ça va imprimer ce qu'il a besoin de mémoriser en même temps qu'il marche. Mhm. Alors voilà, moi je suis pas neurologue, je peux pas vous expliquer exactement comment ça fonctionne, mais ça peut être intéressant de lui proposer les 3 méthodes, voir avec laquelle il se sent le mieux, comment il arrive le mieux Et puis à essayer retenir. aussi. Voilà. Alors il se peut Essayer et aussi, voir laquelle. voilà, mais il faut déjà que tu lui proposes les 3 pour qu'il sache ce qui Ouais. existe, tu vois, pour qu'il identifie. Mhm. Et après, il va peut-être identifier que, par exemple, il en a 2 sur 3. Par exemple, je sais que moi, il y a des choses. Alors, apprendre mes leçons, par exemple, moi, je marchais et je répétais à voix haute. Ça marchait bien. Par contre, de me faire des fiches avec des couleurs et des schémas, ça m'aidait aussi d'un point de vue visuel. Quand je révisais par exemple pour le bac, j'avais beaucoup de trucs à retenir, je me faisais des fiches et après quand je devais ressortir le chapitre qui correspondait à ça, bah, c'était comme si j'avais photographié la fiche dans ma mémoire et je retrouvais le contenu de la fiche. Donc là aussi, Mhm. voyez avec votre enfant ou votre ado ce qui lui correspond le mieux, avec quoi il se sent le mieux, et après, ben, mettez en place les stratégies d'apprentissage qui favorisent, encore une fois, ce qui est son point fort. Ouais. Parce que ouais, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'on apprend très vite lorsqu'on comprend, en fait. Et ça peut être très vite, quoi. Parce que moi, en fait, moi, lorsque j'étais au lycée, je comprenais des fois pas grand-chose, et puis j'avais oublié d'étudier, et puis vite fait, je demandais à quelqu'un de m'expliquer le cours, et en fait, la personne me faisait un résumé en 5 minutes, et puis j'avais tout compris, en fait. Et c'est vrai que j'ai toujours assez bien réussi en écoutant. Donc, s'il fallait lire et étudier pendant des heures et des heures, ça aurait été la même chose que si quelqu'un me l'aurait expliqué à voix haute. J'aurais appris plus vite de cette façon-là. Donc, c'est vrai que voilà, chacun a sa petite méthode et puis on apprend vite lorsqu'on comprend. Et parce Oui, que des fois, quand ça tu fait peux du sens. étudier, voilà, tu peux étudier pendant des heures et puis si tu ne comprends pas, ça ne sert à rien. Et donc, c'est vraiment ça. On est tous différents et chacun a ses petits plus. Et il faut trouver des petites astuces pour aider notre enfant. Et je te remercie de donner cet exemple parce que ça me fait penser à une autre astuce dont on n'a pas parlé encore et qui, moi, marchait très bien avec mes élèves. Si vous avez la chance d'avoir plusieurs enfants, donc d'âges différents, vous pouvez aussi demander
Alors si vous avez un plus grand, c'est plus facile, mais des fois c'est aussi le petit qui peut-être va réussir à expliquer au grand. En fait, faire jouer justement les rapports entre pairs, si c'est entre élèves ou entre frères et sœurs au sein de la fratrie, parce que vous allez vous rendre compte que comment dire, je ne sais pas comment, mais les jeunes entre eux ont une façon de s'expliquer des choses à laquelle vous n'allez rien comprendre, mais qui va marcher. Moi, je l'ai vraiment vécu plusieurs fois en tant qu'enseignante. C'était d'ailleurs assez vexant de passer des heures à essayer d'expliquer quelque chose à un élève qui n'y arrivait toujours pas, de demander à un autre de la classe, toi, explique-lui. L'autre lui disait quelque chose dans un charabia qui était complètement incompréhensible pour moi, mais ça marchait. L'autre avait compris. C'est exactement ça. C'est tout ce qu'on veut. On s'en fiche de la méthode. Quand j'étais jeune, c'était exactement ça. Je demandais à quelqu'un de me l'expliquer, et puis il l'expliquait à sa façon, et puis moi, je posais une ou deux questions, et puis ça me suffisait, je comprenais très bien. Alors que le prof, des fois, je comprenais rien. Et puis je m'appliquais, des fois, mais souvent, mais je comprenais pas. Alors que c'était des histoires et de la géographie, alors là, c'était catastrophique. Moi, c'était l'économie. Alors, d'ailleurs, j'ai toujours pas compris le mécanisme de la bourse, par exemple. C'est un truc qu'on m'a expliqué 20 fois et je n'ai toujours pas compris comment fonctionne. Il y a des trucs comme ça, je crois que pour moi, ça restera des énigmes à vie. Les fuseaux horaires, la bourse, il y a des choses comme ça. On a chacun nos trucs. Tu vois, c'est pareil. Donc, si on te met dans un moule, là, tu seras super nul. Tu seras super nul parce que... Sauf à trouver quelqu'un qui m'explique ça avec mon référentiel à moi. Et en fait, je pense que c'est pour ça que ça marche entre jeunes, c'est que quand ils se l'expliquent l'un à l'autre, ils ont un référentiel commun qui fait que nous, on ne comprend pas ce qu'ils disent, mais qu'en fait, comme ils sont en gros sur la même longueur d'onde, ils se comprennent. Voilà. Et moi, je me souviens avoir fait beaucoup de jeux, puisque je travaillais justement beaucoup à travers l'apprentissage par le jeu, avec un système de tutorat entre des plus grands et des plus jeunes, où les grands étaient un peu des coachs, en fait, des plus jeunes, et devaient les aider à trouver les réponses dans le jeu. Et alors ça, c'est un truc qui marche à fond, parce que les petits sont contents, parce que c'est pas le prof qui est sur leur dos, c'est le copain ou la copine de la classe d'au-dessus. Les grands se sentent super valorisés parce qu'ils sont dans le rôle de celui qui sait, et avec des élèves en difficulté comme ceux que j'avais, c'était super bon pour leur estime de soi, de montrer que eux aussi étaient capables et que eux aussi pouvaient aider et qu'ils n'étaient pas toujours les nuls qui n'arrivaient à rien. Et en plus, ça crée des bons rapports entre les élèves de différentes tranches d'âge. C'était quelque chose dont Lucie avait aussi parlé dans la première vidéo, en disant pourquoi est-ce qu'on cloisonne toujours dans le système alors non seulement on leur demande d'apprendre tous la même chose en même temps, mais en plus ils n'ont le droit d'être qu'entre enfants du même âge. Alors que si on favorise les interactions entre jeunes d'âges différents, et ben justement ils vont aussi naturellement, on revient au naturel, profiter chacun de l'expérience et des savoir-faire de l'autre. Voilà. Et au lieu que ça soit un il faut apprendre, en fait ils vont avoir envie d'apprendre parce qu'ils vont voir le copain ou la copine faire et ils ont envie de savoir faire aussi. Exactement comme quand vous avez 2 enfants, le plus petit va se mettre à copier tout ce qu'il voit les grands faire, les grands frères faire. Voilà, on sait que les plus petits souvent apprennent plus vite parce qu'ils ont l'exemple du grand frère ou de la grande sœur. Oui. Et c'est un échange aussi les uns des autres parce que un petit peut apprendre quelque chose à un grand, comme le grand au petit, comme tu l'as dit, et puis c'est dans plein de choses. Un petit peut être super, tu vois, joyeux, qui rigole pour tout et pour rien, et puis tu as peut-être un plus grand qui est plus braqué, plus introverti, et puis qui va forcément, s'il est en compagnie du petit, il va commencer à se mettre à rire pour tout et pour rien, parce que le petit rit pour tout et pour rien, et donc c'est contagieux tout ça. Et je pense que c'est là qu'il y a vraiment un grand bonheur et un grand point où il faudrait que dans notre société, ils ouvrent un petit chemin, quoi. Déjà, que si les classes pourraient être un peu en âge différent, ça apporterait beaucoup de choses aussi. Voilà, écoute, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de la question. Peut-être on va pas, sauf si tu as encore d'autres choses que tu voulais ajouter, je te propose d'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue. Est-ce qu'il y avait encore autre chose que tu voulais aborder ?
Non, pas spécialement. Bon, après, il y a toujours à discuter sur plein de choses, hein. C'est là maintenant, on en parlait un peu plus de la scolarité, puis, et puis de l'enfant à bas âge. Il y a la motricité, l'alimentation. Voilà, on verra pour les prochaines fois. Voilà, on refera d'autres Voilà. capsules. Comme on l'avait dit, on refera des capsules thématiques. Alors, on avait dit qu'elles seraient plus courtes. Finalement, c'est à nouveau devenu une vidéo de presque 1 heure, je crois. Parce que c'est vrai que le sujet était vraiment passionnant. On a aussi couvert un grand champ puisqu'on est parti de l'allaitement, de la petite enfance avec l'entrée en maternelle et puis on est arrivé là quasiment maintenant chez les ados et presque adultes. Si on résumait, je dirais donc, comme dans la première vidéo, écoutez-vous en tant que parent dans ce que vous ressentez des besoins et des capacités de votre enfant. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Proposez-lui donc d'autres contextes d'apprentissage si ceux de l'école ne lui conviennent pas, que au moins en dehors de l'école, il ait un endroit où il puisse relier l'apprentissage à quelque chose d'agréable, de plaisant et qui fait du sens. Ça, c'est vraiment important si vous voulez que votre enfant garde l'envie d'apprendre. Dans les choix que vous lui proposez, tenez compte de qui il est, de ce qui l'intéresse, de ce qu'il a comme profil. Est-ce que c'est un enfant qui est calme? Est-ce que c'est un enfant qui a besoin de beaucoup bouger? Est-ce qu'il peut mémoriser vite? Est-ce qu'il mémorise lentement? Voilà, tenez vraiment compte de son profil. Est-ce que tu vois d'autres choses encore, Lucia, qui résumerait ce qu'on a Non, dit parce que aujourd'hui? je voulais encore dire que c'est parce que c'est un atout. Lorsque les enfants, chacun, ils sont différents. Parce que tu viens de dire que tu rends compte comment l'enfant il est. Parce qu'il y en a qui ont plus la bougeotte, il y en a qui sont plus calmes, il y en a qui après, voilà. En prenant compte de chaque enfant, c'est un plus, quoi. L'enfant qui a beaucoup d'énergie, mais c'est super parce que c'est contagieux l'énergie. Donc, il faut le prendre en compte. Alors que le calme aussi, donc chaque enfant est différent et chaque enfant est spécial, quoi, comme nous tous. On est unique. Ouais, c'est une belle conclusion. Chaque enfant est spécial, chaque enfant est unique. Et parce qu'il est unique, je trouve que c'est aussi intéressant, comme tu l'as dit, de vraiment les laisser avoir des relations entre eux avec leurs différences, parce que c'est aussi comme ça qu'ils vont s'enrichir Oui, mutuellement. oui. Donc autoriser votre enfant, je sais pas, à réviser ou à faire ses À devoirs être avec le comme petit il est. copain. Ils vont pas forcément être plus dissipés. Au contraire, ils vont Mhm. s'expliquer les choses à leur manière, ils vont se marrer en faisant les devoirs et du coup, ça sera plus convivial. Là, je vois mon fils qui est maintenant un préado, il adore faire ça, faire les devoirs avec ses Mhm. copains en musique. Et comme disait Lucien, du moment que le travail il est fait et que la leçon elle est apprise, qu'est-ce qu'on a à dire sur la méthode qu'ils emploient? Si ça leur plaît d'apprendre de faire leur maths en écoutant du heavy metal, et ben qu'ils écoutent du heavy metal. Nous, on va s'isoler dans une pièce calme. Et tout ce qu'on leur demande, c'est que la leçon, à la fin, elle soit sue. Donc, Mhm. ne projetons pas nos préjugés de parents, parce qu'en plus, moi, je suis parent et Ouais, enseignant, donc ça fait c'est double ça. préjugé. Et C'est vraiment ça, ouais. laissons-les apprendre entre frères et sœurs, je sais pas, je pense aux familles. Toi, tu dois vivre ça peut-être avec ton petit qui court un peu partout. Ne pas lui dire ne cours pas, tu vas déranger ton grand frère qui fait ses devoirs. Il a besoin de calme. Ben non, s'il a besoin de calme, il peut monter dans sa chambre. S'il reste à la cuisine où il y a Voilà. du bruit, c'est qu'il est bien dans ce bruit. Bah oui. Mais Donc c'est là aussi, il y a exactement des ça. enfants qui ont besoin justement d'être au calme et d'être isolés dans leur chambre, et il y a des enfants qui aiment être là où il y a du monde parce qu'ils se sentent bien là. Moi, mon Mhm. fils à la maison ne fait jamais ses devoirs dans sa chambre. Alors il y a des parents qui me disent: oh, quand même, maintenant il est au collège, il faudrait qu'il fasse ses devoirs tout seul dans sa Ah chambre. oui. Ben non, il n'a pas envie. Quand on est à la maison, il est tout le temps Ah oui. dans la pièce commune. Donc si c'est là qu'il se sent bien, pourquoi je l'obligerais à aller dans sa chambre? Mhm. Il y a pas un diktat qui dit qu'on doit absolument faire les devoirs dans sa chambre, si? Bah, voilà, et puis s'il y a des enfants qui aiment faire ça, ben tant mieux, quoi. Voilà, il faut prendre vraiment en considération l'enfant tel qu'il est. Et parce que c'est. Et s'il a envie d'apprendre au Tu parc m'entends? ou je sais pas, moi je me souviens quand j'étais au lycée, je faisais toutes mes dissertations dans la cafétéria qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était les Nouvelles Galeries. Voilà, je me sentais bien là. Il y avait pourtant de la musique, il y avait du passage, il y avait le bruit des plateaux, mais voilà, une fois que moi j'étais dans ma rédaction, j'étais dans ma rédaction. Il pouvait y avoir le bruit qu'il y avait autour, ça me gênait pas. Et quand il faisait beau, il y avait un lac, donc j'allais au bord du lac et je faisais mes dissertations au bord du lac. Donc si c'est là que votre enfant ou votre ado se sent bien et
s'il fait le taf, donnez-lui le droit de le faire comme il le fait. Et comme on l'a dit, après, s'il a besoin d'aide, eh ben, proposez-lui votre aide si vous êtes en mesure de la lui proposer, ou faites appel à un professionnel. Et n'hésitez pas, si le professionnel en question, vous ne sentez pas en phase avec lui et votre enfant non plus, à aller en voir un autre. Vous avez aussi le droit de changer de. C'est comme un médecin. Moi, je sais que je m'oblige pas à rester avec un médecin avec qui je suis pas bien, que ce soit le dentiste, je sais pas, le gynécologue ou n'importe quoi. Si je suis pas bien avec, c'est pas possible. Donc, je vais aller en voir un autre jusqu'à ce que j'en trouve un avec qui j'ai la bonne affinité. Donc, c'est quand même quelqu'un qui va suivre votre enfant sur toute une période de sa vie. C'est important que votre enfant soit bien avec lui et que vous aussi, vous vous sentiez en accord avec lui. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire aussi, que l'enfant aussi se sente bien avec le professionnel. Voilà, alors on va arrêter là. En tout cas, merci Lucia pour cet échange passionnant. Merci à toi. Merci à toi aussi. On espère que vous aurez plaisir à l'écouter aussi. Et puis donc, comme on l'avait dit déjà, la première vidéo, si vous avez envie qu'on vous fasse des vidéos sur d'autres sujets qui vous intéressent particulièrement, que ça concerne les ados, les tout petits ou certaines thématiques particulières, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de la vidéo. Et puis, je voudrais pas finir l'émission en oubliant de dire que ça y est, Lucia a créé son site. Elle nous avait promis que son site serait en ligne à la première vidéo. Donc ça y est, elle vient de le créer aujourd'hui pour la Sainte-Lucie. Donc il s'appelle Univers Notre Cœur, comme la page Facebook. Et vous pouvez aller sur le site, vous y trouverez tout ce qu'elle propose. Et puis le détail de tout ce qu'on avait expliqué dans la première émission. Voilà. Merci à tous en tout cas et merci Lucia pour cette émission de ta fête. Allez, à très bientôt. Merci.